Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Sorcellerie, yeah. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Donc l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire de sorcellerie qui va vous donner des frissons, qui va vous donner des palpitations, de l'énervement, mais surtout de l'incompréhension. Donc, je vais vous laisser le temps, comme d'habitude, de vous poser, de vous préparer, de faire tout ce que vous devez faire lorsque vous devez regarder ou écouter l'une de mes nouvelles vidéos. Avant de commencer cette vidéo, de me mettre mon petit like, de vous abonner si ce n'est pas toujours fait et de partager cette histoire qui est, wallah, je vous jure, une leçon. Une leçon de quoi? De attention à qui vous faites rentrer chez vous. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. Et avant qu'on me demande c'est quoi mon gloss, comme d'habitude, à chaque fois que je dis, je vais vous le dire et j'oublie. C'est le nouveau Fenty Beauty. Il est comme ça, c'est comme un gloss. Et ils sont super bons, crémeux et tout. Donc voilà. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time sorcellerie, je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, en Arabie Saoudite, mais plus précisément dans la ville de Abha. Celui qui nous raconte cette histoire, c'est un jeune homme du nom de Abderrahim. Et cette histoire, elle lui est arrivée à lui et à sa famille. Donc dans cette famille, on a donc celui qui nous raconte cette histoire, Abderrahim, le frère. Ensuite, il a un petit frère qui s'appelle Abdel Salam. Mais aussi, il a deux sœurs dont j'ai oublié les noms et je vais replonger dans mes notes. Donc l'aînée des sœurs s'appelle Maryam et elle va aller, c'est sa dernière année avant l'université. Et on a la dernière de la famille, comme ils disent là-bas, au Khalij Akher el-Angoud, qui s'appelle Rim. Donc voilà, c'est une famille où ils sont deux garçons et deux filles. Donc Abderrahim, il nous dit que c'est une famille tout à fait classique où, même si des fois maintenant c'est rare, il n'y avait pas vraiment de dispute entre frères et sœurs, mais il y avait vraiment de l'amour, de la fraternité et ils s'entendaient très bien. Les parents, c'était pareil, il y avait beaucoup d'amour et d'entente entre eux. Ils sont pas riches, ils sont pas pauvres, ils sont, alhamdoulilah, genre dans la moyenne. Il dit un jour, ils étaient, comme à leur habitude, au salon, avec les parents, mais il remarque Abderrahim sur sa grande sœur Maryam l'aînée et sur sa mère, bien qu'elles se regardent entre elles. Ça se voyait, il nous dit Abderrahim, que ces regards-là, c'était genre, parle avec papa, vas-y, ouvre le sujet. La mère et la fille, c'était un match de ping-pong de qui allait dire au papa la chose. Le Abderrahim, il dit qu'il était en train de les observer, de regarder, que ça lui faisait sourire. On dirait que c'était vraiment un truc administratif ou politique là, qu'ils allaient s'apprêter à demander au père. Abderrahim aussi, pourquoi ça le faisait sourire cette situation? Le père, c'est un papa gâteau et il est connu. Même pas qu'auprès des proches et de la famille, mais même du voisinage. Genre, ce papa, il aime ses enfants et il fait tout pour son épouse, il fait tout pour eux. Il est capable même de mourir pour eux, tellement qu'il veut qu'une chose, genre leur bien-être. En fait, il se demandait dans sa tête, mais pourquoi en fait elles hésitent autant? Alors que le papa, même si le sujet dans lequel ils vont parler, ça va pas lui plaire, il va pas crier, infel ou s'énerver. Il est très diplomate, très doux, et même s'il te dit non, en fait, ça te blessera pas. Donc au bout d'un moment, c'est la mère qui va finir par se lancer. Elle dit Abou Abderrahim, j'ai un sujet important dont j'aimerais échanger, parler et surtout te solliciter, te demander. Il regarde sa femme, il lui esquisse un sourire et il lui dit directement, il n'y a pas de problème. Si ce que tu vas me demander, c'est dans mes capacités, je peux
te l'offrir. Bismillah, il n'y a pas de problème, il n'y aura aucun niqash, c'est-à-dire je ne vais pas polémiquer. Si c'est quelque chose qui me dépasse, que je ne peux pas vous offrir, aussi, vous m'excusez et il ne faudra pas m'en vouloir. Et là, elle va se lancer. Écoute, tu sais que notre maison, alhamdoulilah ou mashallah, on a 3 étages. Et dans chaque étage, c'est dur à maintenir. Et celle qui m'aide à maintenir tout ça, c'est Myriam. Sauf que Myriam, l'année prochaine, elle va à l'université. Mais avant qu'elle arrive, Inch'Allah, à l'université, il y a les épreuves de fin d'année qui approchent. Et il faut qu'elle se donne à fond. Tu sais qu'elle veut absolument maintenir sa place de première. Et pour ça, il faut qu'elle révise, qu'elle ait du temps. Et moi, je veux pas la déranger, viens m'aider, viens faire ci, viens faire ça. Je veux vraiment qu'elle reste focus que sur ses examens, sur ses études et sur son diplôme. Et même si Rim, elle est là et qu'à chaque fois, je lui demande par exemple de faire l'aspirateur, de me faire les poussières, les tout petites tâches comme ça ménagères, malgré qu'elle est encore jeune, elle le fait. Mais c'est pas comme si un adulte, il va faire cette tâche-là à sa place. Donc, en fait, moi, ma demande, Abou Abdrahim, c'est s'il te plaît, ahtaj moussa'idat fil bayt. Genre, en gros, j'aimerais une aide ménagère à la maison. Qui pourra m'aider, qui sera me seconder. Moi, toute seule, 3 étages, une grande maison comme ça, je vais pas assumer. Tout le monde a fait silence. Les enfants et la mère et même le père. Le père, il nous dit, Abdrahim, il faisait un visage de poker face. Il ne serait rien transparaître sur son visage. Donc ça leur rajoutait à tous du stress. Et donc ils sont là, dans l'attente. Le père, il garde cette mine très sérieuse et il dit c'était la minute 30 la plus longue de toute leur vie parce qu'il les a jamais habitués à ça, à les laisser dans un suspense pareil. Mais le père, il en pouvait tellement plus qu'il a explosé de rire, ce qui fait que eux-mêmes, comme ils étaient dans la panique, ils ont explosé de rire en ne sachant même pas pourquoi le père il était mort de rire comme ça, et il leur dit ouais, je regardais vos visages, je me concentrais à l'intérieur, j'étais mort de rire, mais là j'en peux plus, vos têtes là, comment vous m'observez. Concernant la demande que tu viens de me faire, acceptez. Vont passer comme ça, même pas 2 semaines, et un jour le père il va rentrer du travail, mais pas tout seul, accompagné de l'aide ménagère. Ils étaient tous choqués et contents, puisque comme le père il avait pas reparlé de ce sujet là, la mère, elle s'était dit dans sa tête, peut-être qu'il n'a pas osé dire devant les enfants qu'il ne va pas pouvoir assumer et je ne vais pas encore le mettre mal à l'aise en relançant le sujet. Donc, elle s'était dit, c'est pas grave. Là, ils étaient tous soulagés et très heureux d'accueillir cette nouvelle personne dans leur maison. C'est tous attroupés autour d'elle, on l'a tous saluée, on était tous contents, elle aussi elle avait le sourire. Donc on a commencé tous à lui demander plusieurs fois tu t'appelles comment, donc elle leur a dit qu'elle s'appelait Annaline et qu'elle vient des Philippines et que si elle est loin de son pays, c'est parce qu'elle a une petite fille, que son mari était mort et qu'elle était venue travailler pour la petite, pour qu'elle ait une bonne vie. Donc ils ont été touchés par son histoire et eux, ils ont dit, écoute, nous, certes ici, tu es là en tant qu'aide ménagère, mais tu es un membre à part entière de notre famille. Donc ils lui ont donné une très belle chambre qui avait sa salle de bain et ses toilettes hachakoum privée, une très grande chambre où elle avait tout. Ils étaient tous excités autour d'elle. Elle était très câline avec les filles, très gentille avec, bon, on va l'appeler comme ça, la maman, sa patronne. Et la chambre qu'ils lui ont donnée, en fait, elle se trouvait au sous-sol de la maison qui avait été aménagée il y a de ça un moment. C'était pour les invités, maintenant c'est devenu à elle. Et ils ont préféré la mettre là-bas, même s'il y avait des chambres comme ça à l'étage. Mais il y avait pas, ça faisait comme un petit studio. Ils ont dit comme ça, elle a son indépendance quand elle veut parler avec sa famille, ses amis. Et les jours où elle est off, peut-être elle n'a pas envie de voir, voilà, les gens pour qui elle travaille. Elle a son janah, c'est-à-dire elle a son coin et son intimité à elle. Et ça, elle a grave apprécié Annaline. Donc l'installation s'est faite et très vite ils se sont apprivoisés. La famille appréciait énormément Annaline. Annaline appréciait énormément la famille, sa nouvelle famille chez qui elle travaillait. Et l'omor radia tamam bitamam et tout allait dans le bien.
Et puis maintenant, on va passer comme ça 6 mois. Ces 6 mois-là, il dit Abderrahim, il n'avait rien à dire concernant son travail, concernant sa personnalité, concernant, tu lui demandais quelque chose, elle le faisait. Elle prenait même des initiatives, elle était très gentille. Bref, tout se passait bien. Et avec eux, elle rigolait, elle discutait. Et il dit là, petit à petit, ils vont commencer à observer sur Annaline quelques petits changements. Donc il dit, arrive la période des vacances, et il dit la période des vacances, il était pour eux tout à fait hors de question de la laisser à la maison. Pas par peur, par exemple, de vol, ni rien, non. C'est parce que eux, ils vont en vacances, elle est de notre famille, donc on la ramène aussi avec nous en vacances. Et pendant les vacances, tout s'est bien passé, ils lui ont pris une chambre à elle toute seule, tout était bien. Quand il sortait, il la sortait avec eux. Quand il faisait des achats, il lui faisait pareil. La maman, elle lui achetait des cadeaux pour sa petite fille, surtout en plus comme elle savait qu'elle était orpheline. Bref, tout se passait bien. Mais ils ont dit quand ils sont revenus, en fait, ils ont remarqué sur elle des changements. Et ils se sont dit, dans un premier temps, peut-être qu'elle est devenue comme ça parce que quand ils étaient là-bas en vacances, elle a rencontré d'autres employés de maison. Et avec ces autres employés de maison, il y en avait avec certaines, elles passaient des heures à discuter. Et ils se sont dit, peut-être ils lui ont gonflé la tête. Ils ont laissé, ils lui ont pas tout de suite fait remarquer que t'as changé. Avant, ma mère, elle n'avait pas besoin de lui dire les tâches qu'elle devait faire, elle les savait toujours. Elle les faisait sans qu'on lui dise. Là, ma mère, elle était obligée de lui dire. Et quand ma mère, elle lui disait les tâches à faire, elle soufflait, alors que la mère, elle l'aidait dans ces tâches-là. C'était pas comme s'il va faire ci ou va faire ça, ils font à deux. Donc elle soufflait, elle répondait mal. Aussi, la mère, elle a constaté sur Annaline que maintenant, elle fermait sa chambre à clé. Alors que 6 mois plus tôt, depuis son installation au sein de leur famille, jamais elle le faisait. Mais la mère, quand elle constate ça, c'est pas parce qu'elle va fouiller dans la chambre de Annaline ou quelque chose. Non, c'est parce que déjà, la mère, elle leur avait interdit, alors qu'elle dit qu'ils étaient tous en âge, voilà, ils étaient tous conscients qu'on rentre pas dans la chambre des gens et on fouille pas dans leurs affaires, de s'en approcher. Donc c'est pour ça qu'elle la fermait pas. Mais là, pourquoi elle l'a fermée à clé? Pour eux, c'était étrange, et pour eux, le fait qu'elle ferme maintenant sa chambre à clé, sachant les changements qu'elle a effectués en elle, ils se disaient, voilà, peut-être qu'elle cherche à cacher des choses. La mère, elle appelle Annaline parce que c'était le matin et rien n'avait encore été fait et elle avait besoin d'aide en cuisine. Donc la mère, comme quand elle arrive à la cuisine, elle a vu que Annaline, elle était toujours pas là, ça l'a surpris, elle a commencé à l'appeler. Aucune réponse. Donc la mère, elle a dit non, c'est pas à son habitude. D'habitude, elle a besoin de l'appeler 1 à 2 fois et Annaline, elle vient directement. La mère, elle s'est inquiétée. Elle est descendue à l'étage d'en bas et dites-vous tellement que la maman, c'est un amour, c'est une crème. En fait, elle voulait pas s'approcher de la porte de la chambre de Annaline. Elle se disait peut-être qu'elle est dans une conversation ou peut-être qu'elle est en train de s'habiller ou quelque chose. Elle a dit avant de m'approcher, je vais l'appeler d'une certaine distance. Donc elle est là, commence à l'appeler Annaline, Annaline. Ça se trouve, la petite, il lui arrive un truc. Elle s'est approchée, elle a commencé à tac, 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 tout en disant Annaline, Annaline, fais que j'ai, genre, il t'est arrivé quelque chose, Intizena. Donc là, la mère, elle a commencé à encore plus paniquer et elle a dit, c'est pas grave, je vais rentrer dans la chambre, voir si peut-être la petite, elle est inconsciente, peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose, c'est pas normal. Je l'appelle depuis, dans toute l'Arabie Saoudite, on m'a entendu, là, elle, je suis juste là, elle m'a pas entendu, il y a un truc, il y a un truc. Donc elle a commencé à entendre son cœur qui a paniqué, elle met sa main comme ça, tout doucement sur la poignée, elle appuie, et là, la porte, elle ne s'ouvre pas. Et la mère, elle constate que Annaline, elle a fermé la porte de sa chambre à clé de l'intérieur. Donc elle continue, Annaline, eftahi. Elle fait du bruit comme ça dans la poignée, elle se dit, pour essayer d'avoir une réaction de sa part. Donc là, la mère, elle a eu tous les scénarios. Soit elle est morte dans son sommeil, soit imagine qu'elle a fait sa douche, elle a glissé sa tête, elle a cogné, elle est inconsciente, soit elle a essayé de se faire du mal puisque sa fille, elle lui manque, ou bien son mari. Bref, elle s'est fait tout un scénario, il dit Abderrahim. Elle était en panique jusqu'à les larmes de la mère, ils ont commencé à monter parce qu'elle s'est dit, quand cette porte elle va s'ouvrir, il y aura un cauchemar à l'intérieur. Donc la mère, pour elle, là, il fallait réagir à tout prix.
Quand elle est descendue, elle a laissé sur le plan de travail son téléphone. Donc elle s'est dit, la mère, je vais monter, je prends mon téléphone. Elle appelle son mari pour qu'il vienne, pour qu'ils essayent de péter la porte, faire quelque chose pour savoir, genre en gros cette fille à l'intérieur, elle a quoi. Donc la mère, elle tape comme ça, demi-tour, elle commence à peine à monter les marches. Et là, la mère, elle entend la poignée et la clé de la porte de Annaline s'ouvrir. Et elle voit comme ça dans l'autre ouverture de la porte, Annaline, les cheveux encore en bataille. Elle avait même encore sa nuisette avec quoi elle avait dormi. Les yeux, ils sont encore enfermés. Enfin, enfermés. Ils sont encore fermés. Ça se voit qu'elle vient de se réveiller. Où je fais Salama, genre en gros, j'espère que ça va. Qu'est-ce qui se passait? Et en plus, pourquoi tu fermes la porte de l'intérieur? Imagine, il t'arrive quelque chose. Regarde, j'étais en panique, j'étais en stress. Viens toucher mon cœur tellement que je suis pas bien. Regarde même mes yeux. Genre en gros, j'avais même commencé à pleurer. Je me disais, il t'est arrivé quelque chose et tout. Et déjà, il y a quoi? C'est le matin. Tu veux quoi? Pourquoi tu fais un allez le bab, genre en gros tu me fais mal à la tête, à toquer et taper comme ça va pas la tête. Donc la mère, elle a été tellement choquée qu'en fait elle va pas dit genre baisse d'un ton, attends t'as oublié à qui tu parles, je suis ta patronne, redescends et tout. Elle a juste dit je m'inquiétais parce que tu répondais pas et pourquoi tu répondais pas. Et Annaline, elle a esquivé la question et elle lui a dit j'arrive tout de suite, elle a refermé la porte. Qu'elle est montée à la cuisine et elle se disait mais c'est un sketch. La mère, personne de sa vie ne lui a jamais parlé comme ça, ni ne lui a manqué de respect ainsi. Même ses propres enfants qu'elle a mis au monde, jamais il y en a un qui a bipé ou qui a levé le ton sur elle ou qui lui a mal parlé. Même son propre mari. Et là, son aide ménagère, elle lui parle mal comme ça alors qu'elle avait peur pour elle, qu'elle était en train de pleurer, qu'il pensait qu'il lui était arrivé une dinguerie. Ça lui a fait trop mal au cœur. Donc la mère, quand elle est arrivée à la cuisine, en même temps qu'il était en train d'arriver, l'aînée Myriam pour pouvoir aller à l'école. Donc directement, la mère, elle a tout raconté la scène à sa fille. Genre, je me suis inquiétée, puisque le matin quand je me suis levée, je ne l'ai pas trouvé, j'ai été frappée, puis ça et ça et ça, jusqu'à comment elle lui a répondu avec insolence et méchanceté. Donc là, Myriam, la fille, elle est tout comme sa mère. Elle lui a dit genre en gros maman excuse-la, ne le prends pas genre personnellement, tu sais on est tous des bachars, c'est-à-dire on est tous des humains. Ça se trouve qu'elle a des problèmes, peut-être qu'elle a les problèmes de fille, genre qu'elle a ses règles, peut-être que sa famille au pays lui manque, surtout sa fille, peut-être qu'elle a repensé à son mari ou peut-être qu'elle en a marre puisque c'est toujours la même chose, voilà, ce travail, genre la routine, peut-être il y a un trop plein, genre en gros il faut qu'on la comprenne, en gros c'est pas grave et ça va aller, genre en gros on va pas en faire un film, il faut pas que papa ni les garçons ils entendent parler de cette histoire. Donc là Myriam et sa mère sont en train de discuter, voilà Annaline qui arrive à la cuisine toute souriante, qui embrasse sa patronne, qui embrasse Myriam, qui parle avec eux, vous avez bien dormi et tout. Donc ils lui ont répondu que oui. La mère, elle la regarde surprise, jurant que c'était pas possible, que c'était Annaline qu'elle venait de voir il n'y a même pas 3 minutes, qui lui a hurlé dessus, mal parlé, etc. Alors une fois qu'Annaline s'est éloignée, Myriam s'est pensée sur sa mère, elle lui a dit t'as vu, je t'avais dit peut-être que la pauvre, elle n'a pas entendu le réveil, ou qu'elle était fatiguée, ou qu'elle a ses règles, ou que sa famille il lui manque. Voilà, c'est comme nous, tu vois, c'est un être humain. Peut-être qu'elle était pas bien, mais regarde, alhamdoulilah, voilà, elle est redevenu normal. Donc maintenant 3 mois vont passer, donc ce qui va nous faire, on est à 9 mois où Annaline, elle est sous ce toit avec cette famille dans cette maison. Et les 3 mois derniers, tout s'est bien passé, elle était redevenue un peu normale, elle écoutait de nouveau la maîtresse de maison, elle passait du temps avec les enfants, surtout avec la dernière, elle était nacheta, c'est-à-dire joviale. Donc ils étaient contents de la retrouver et ils se disaient entre eux, quand ils parlaient, c'était juste une période, voilà. Mais comme elle a vu que ils n'ont pas cherché à la brusquer, à lui faire du mal, à lui parler mal, etc., elle est redescendue toute seule de son cocotier et elle s'est dit franchement, cette famille et surtout ces patrons que j'ai et cette maîtresse de maison que j'ai, il faut que je les garde parce que eux ils me considèrent véritablement comme ma famille, donc il faut que je leur rende bien aussi le respect que eux me donnent.
Mais la mes cappuccino cappuccinette, nous arrivons au jour El Meshoum. Meshoum, ça veut dire au jour de la catastrophe. Ce jour-là, il nous dit Abderrahim, c'était un vendredi. Et ce qu'il faut savoir sur leur famille, mais surtout sur leur père et sur ce qu'il leur a inculqué, surtout à eux deux, les garçons, c'est que le vendredi, la prière de Dhar ne se prie pour les hommes qu'à la mosquée. Sauf en cas de dorof, c'est-à-dire sauf en cas d'extrême urgence. Donc, il faut savoir que le père, il va à la mosquée avec ses deux garçons prier la prière de Dhar, mais le père, il veut arriver à la mosquée avant l'imam. C'est-à-dire, il dit, Abderrahim, avant que l'imam monte sur le mimbar pour faire d'abord le prêche du vendredi et ensuite, après, effectuer la prière, le père, 1 heure à l'avance, il veut être là pour avoir toujours sa même place au premier rang. Et dites-vous, tellement que les gens ils savent qu'il tient à sa première place et qu'il est à l'avance, il lui garde toujours la place qui est juste derrière celle de l'imam quand ils font la prière. Donc là, ils se sont préparés, la mère elle leur prépare toujours leur tenue avec quoi ils vont à la mosquée du papa et des garçons. Ensuite, elle prépare le bouhour, c'est-à-dire l'encens. Alors, elle les embaume et les voilà partis faire le Jumu'ah. Et eux, comme il n'y a pas l'école l'après-midi et il n'y a pas les administrations, le travail, etc., eux, ils enjolivent, on va dire, la table, le repas, comme ça, quand ils reviennent de la mosquée, ils mangent le repas du midi en famille, et après, soit ils vont, c'est des proches à eux, ou soit c'est de la famille à eux qui viennent chez eux. Et eux, les garçons, disent quand ils vont avec leur père, ils ont pris l'habitude, le temps que voilà la prière arrive, ainsi que le prêche, ils prennent le temps de lire Surat al-Qaf, ils font des invocations pour eux-mêmes, pour leur famille, ils discutent un peu, et puis voilà, tout se passe bien. Donc nous sommes ce fameux vendredi, Abderrahim, Abdelsalam et leur père, les voilà partis à la mosquée 1 heure à l'avance. Il dit quand on arrive Abderrahim à la mosquée, il n'y a que 4 fidèles, tellement qu'eux, ils viennent à l'avance. Donc leur père, il va directement à sa place, le Ma'loum, à sa place à lui. Eux, ils disent, quand nous on rentre, on va direct sur la gauche. Premier rang, mais sur la gauche, parce que nous, on veut le mur. On peut s'appuyer tout en attendant la prière, et comme ça, on est bien. Ils ont pris leur Coran et chacun a commencé à lire. Donc le père, Abdelrahim et Abdelsalam. Et donc il dit là, il est en train de lire Surat al-Kahf et il était très précisément au verset El mal wal banoun zinatul hayat ad-dunya. Il a dit tellement que l'action qui va se passer ensuite, il s'est rappelé du verset exact dans lequel il était en train de lire. Et là il dit, quand je lis ce verset-là, je lève ma tête et je vois au même moment mon père qui se lève vite avec des manadils dans la main, c'est-à-dire avec des mouchoirs, plusieurs Kleenex comme ça, et qui marche vite et genre qui va sortir de la mosquée. Et il dit quand il est sorti, le père, il les a pas appelés, il les a pas regardés, il est sorti, bim, comme ça. Donc il dit, moi, Abderrahim, qu'est-ce que j'ai fait directement? J'ai levé ma tête et dit, je vois qu'il restait genre 1 demi-heure comme ça avant l'arrivée de l'imam et après qu'on fasse la prière. Donc il dit, dans ma tête, je me suis dit peut-être que mon père, il a eu une envie pressante. Et il dit, je continue ma lecture. Maintenant, ça fait 10 minutes que mon père, il a quitté la mosquée. Et là, je lève ma tête et je vois comme ça un de mes oncles paternels. Et là, vous allez me dire, oui, bah c'est normal, on est vendredi, ton oncle, il va venir faire la prière à la mosquée. Donc voilà, c'est quoi le bizarre? Il dit le bizarre, c'est que cet oncle en question, il habite loin de là où nous, on habite. Et là où lui, il habite, juste à côté de chez lui, est collé une mosquée. Il vient pas dans la nôtre, il n'est pas de notre secteur. Donc là, j'ai regardé mon frère en lui disant, mais pourquoi mon oncle, un tel, il est là? Comment tu vas mon oncle? Comment vous allez? Etc. Là, il leur a répondu, ça va. Mais il dit, Abderrahim, je sens que mon oncle, il n'est pas à la bada, c'est-à-dire, il n'est pas lui-même. Il y a quelque chose, miskin, qui le perturbe, il n'est pas bien, il est pâle, il transpire. Il y a quelque chose qui est bizarre dans son comportement. Et là, l'oncle, il va dire à Abderrahim, comme il sait que c'est le plus grand, quand vous finissez la prière, malgré qu'il est installé avec eux, après, c'est moi en fait qui vais vous raccompagner chez vous. Puisque votre père, il a eu un coup de fil urgent du travail et il a dû quitter et partir. Et là, Abderrahim, il dit, malgré qu'il m'a sorti l'excuse de mon père, il est parti soi-disant au travail, il dit, mon père, il passe la prière avant le travail, la prière avant sa femme, la prière avant nous-mêmes. La prière, il rigole pas avec ça. Donc,
il savait pas. Il n'arrivait pas à croire son oncle sur l'excuse qu'il leur a donnée, surtout qu'en fait très vite il a détourné le regard, il leur a dit allez réinstallez-vous, l'imam va commencer à parler. Donc il dit moi dans mon cœur je sentais quelque chose qui n'allait pas. Je me sentais oppressée, je me sentais stressée, c'était pas normal. Mon père, même si c'était le travail, il m'aurait envoyé un message. Là il dit je pouvais plus et je me suis pensée comme ça, je dis ah, mais mon oncle, donc l'oncle il se penche. Qu'est-ce qu'il y a? Et il lui dit, s'il te plaît, dis-moi la vérité, t'es sûr qu'il n'y a rien? T'inquiète, j'ai dit, il n'y a rien. C'est bon. Écoute ce que dit l'imam. Et tout de suite, l'oncle, il s'est redressé, mais il voyait genre que ses mains, ils étaient comme ça, en train de trembler. Qui dit, une fois que le prêche, il est fini, et qu'ils ont prié, et qu'ils ont fini la prière, ils sont sortis avec leur oncle, ils sont partis directement à sa voiture. Il dit, de la mosquée à chez nous, il y a comme ça même pas 3 kilomètres. Il dit là, plus on s'approche, plus je vois mon oncle, il est nerveux, il serre dans ses mains le volant, il est pas bien, il touche beaucoup, il boit de l'eau, il se nettoie, il respire fort et tout. Et moi, j'entends mon cœur, je suis pas bien. Et il dit maintenant, on s'approche, on rentre dans mon quartier et au loin, je commence à voir une scène d'horreur. Je vois postée devant notre maison une voiture de police avec à l'extérieur 2 policiers. Ensuite, je vois une femme aussi avec des menottes. Donc, je comprends, c'est une policière femme. Et je vois une ambulance et il y a le bruit des sirènes, il y a les lumières bleues et rouges. Et plus on s'approche et plus maintenant on comprend que c'est réellement chez nous. On commence à avoir les pires scénarios. Je ne sais même pas quel genre de scénario je peux avoir dans ma tête tellement que la scène devant mes yeux, elle est improbable. Et je me tourne et je revois mon oncle et mon oncle, je l'entends qui dit Allahumma ja'al khair, Allahumma ja'al khair, Allahumma ja'al khair. Genre, Dieu fait un bien, Dieu fait que rien ne s'est passé. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y a une ambulance et il y a les policiers devant la porte de notre maison? Il faut nous dire, inquiétez pas, rien de grave, c'est passé, calmez-vous. Des policiers en masse comme ça et ambulance, ça veut dire qu'il y a un truc très très grave qui s'est passé à l'intérieur de notre maison. Donc là, Abderrahim nous dit, une fois que la voiture, elle arrive devant la maison et qu'il s'arrête, le moteur, il a même pas encore éteint, qu'il ouvre la porte comme ça, il dit, je sais même pas comment j'arrive à marcher, j'ai plus l'impression de tituber parce que je sens mes jambes qui tremblent comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que je vais voir devant moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, imagine, j'ouvre la porte, je vois ma mère, elle est morte, ou je vois une de mes sœurs, elle est morte, ou mon père, il arrivait quelque chose, ou bien Analine, on lui a fait du mal. Bref, il a dit, il était en panique de savoir qu'une fois la porte de la maison va s'ouvrir, c'est quoi la scène d'horreur qu'il va découvrir. Donc là, il dit, j'ouvre la porte de la maison et directement devant moi, qui est là? C'est mon père. Il dit, donc dès que je le vois, je cours et je le prends dans mes bras. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive, papa? Je fais kiabouille, qu'est-ce qui t'arrive? Explique-moi, ne me laisse pas comme ça. Mais vous rentrez à l'intérieur, allez auprès de ta mère et aller auprès de votre mère et de vos sœurs, elles sont là-bas, les escaliers, tac, tac, on criait maman, Myriam, welcome, et il leur disait avec des voix étouffées de pleurs et de larmes, on est là, et donc il dit quand ils sont arrivés, ils les ont vus, que ce soit à la mère, Rim ou Myriam, ils pleuraient à mort et leurs yeux étaient très 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 rouges avec les larmes, ils pleuraient. Abderrahim, il dit, moi je pensais qu'il était arrivé une dinguerie à ma mère, j'étais en panique, je sais pas pourquoi j'avais que ma mère, malgré que je savais mes soeurs elles étaient à la maison, mais genre j'avais très peur pour ma mère, je sais pas pourquoi, et j'ai sauté directement sur elle et je me suis mise à pleurer. Donc il dit, sa grande sœur Marie, elle s'est levée, elle l'a calmée, elle lui dit t'inquiète, elle lui caressé les cheveux, elle lui a servi un verre d'eau, elle lui a dit bois, elle a donné au Abdersalam, buvez, calmez-vous, redescendez. Dis-moi, depuis que je suis rentrée dans le salon, en fait, mes yeux, ils étaient que sur le visage de ma mère. Je voulais savoir si elle allait bien. Je voulais qu'elle me parle. Je voulais entendre sa voix. Donc, j'étais axée que sur son visage. Mais quand, après, je vais me décoincer, je vais descendre mon regard plus bas, je vais voir sur le bras de ma mère un pansement. Vous savez, les pansements d'hôpitaux, où il y avait du sang encore dessus. Et donc là, il dit Abderrahim, je me dis, mais il arrive un truc. Donc il dit, j'ai repris mes larmes. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Et là, la mère de Abderrahim, elle a répondu, elle dit, genre, mon fils, ça c'est une petite égratignure, t'inquiète pas. Alors qu'il dit, le pansement, il était impressionnant et la quantité de sang
qui avait aussi dessus, c'était encore pire. Mais la mère, elle lui a dit, t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer. Quand je t'ai réveillé, toi et Abdesalam, pour que vous partiez avec votre père à la mosquée. Il dit donc, vous êtes partis à la mosquée. Quand sœur Myriam et ta petite sœur Rim, elles étaient encore endormies et j'ai pas eu cœur à les réveiller. J'ai dit que j'allais les laisser dormir jusqu'à midi. Et ensuite, quand vous venez, je les aurais déjà réveillés, on aurait pris le repas ensemble et après on aurait rangé ensemble, mis du bourreau, préparé tout ce qu'on devait préparer parce que ce soir-là de vendredi, c'était eux qui recevaient les oncles, les tantes, les cousins et tout ça en famille. Donc la mère, elle a dit, je voulais prendre un peu d'avance, donc j'ai dit, je vais lancer le repas et en même temps que je lance le repas que je cuisine, je range en même temps le salon où on va avoir les invités. Moi, le vendredi, j'ai mes habitudes que vous connaissez. J'ai mes tourkous. Tourkous, c'est habitude. Et son habitude, c'est toujours d'avoir son poste radio avec elle, de mettre sur une radio coranique et voilà, passe son vendredi matin à écouter du Coran et comme ça lui fait aussi une sorte de révision. Et donc, le salon des invités en question, il se trouve au 2e étage. Et elle dit, j'ai pris la radio donc avec moi, avec le Coran, et je l'ai posé en plein milieu. Ça va s'entendre dans toute la maison, elle va être coranisée, on va dire. Elle dit, cette fois-ci, j'ai vraiment mis le son à fond pour pouvoir en fait l'entendre dans chacune des pièces où je vais me déplacer pour le ménage. Et concernant Annaline, elle avait vu avec elle la veille que tu peux dormir aussi comme les filles, genre jusqu'à midi, mais par contre quand tu te lèves, tu auras du linge à laver et à étendre et l'autre linge juste à repasser, à plier et ranger. Mais elle a dit le plus gros des tâches, c'est-à-dire le ménage de toutes les pièces, préparer le repas, préparer le dîner pour le soir et tout. La mère, elle a dit genre en gros, c'est moi qui vais tout assumer. Et elle dit à un moment donné, elle était dans une pièce en train de faire le ménage, de la ranger. Elle récite le Coran, la sourate qui est en train de passer à ce moment-là dans la radio. Et elle dit à un moment donné, elle entend la radio, elle s'est coupée. Donc la mère, elle a dit, ça l'a surpris. Et elle a dit, oh, peut-être encore une fois l'électricité, elle avait sauté. Ou bien c'est quelqu'un qui a éteint la radio. En fait, en sortant, elle a vu que la télévision, elle était allumée, mais elle était sur mute, le son. Donc elle s'est dit, c'est pas l'électricité. Donc elle a dit, à ce moment-là, même si elle avait laissé la radio au 2e étage, elle était descendue en bas, elle faisait une pièce, elle avait un balai et un seau dans la main, elle a dit, elle a déposé ça, elle essaye de comprendre, et dit, au même moment, elle a entendu un grand boom. C'est quoi ça? Donc elle a dit, je vais pouvoir, elle va voir la radio cassée. Mais surtout, elle va comprendre que la radio, elle s'est pas cassée toute seule parce que la radio, en fait, elle est tombée, bim, d'en haut jusqu'en bas. Elle s'est explosée. Et c'est qui regardait par là en bas de l'escalier? C'était Annaline. Quand je l'ai vu, j'ai paniqué, mais j'étais aussi très énervée. Donc, je montais les escaliers pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Je lui disais, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et j'entendais, elle avait une respiration bizarre. Ses cheveux, ils étaient en bataille. Elle avait sa chemise de nuit blanche. Alors que elle sait, en gros, entre parenthèses, la mère, ça m'a fait rire. Genre, mon mari peut rentrer d'un seul coup, elle se balade comme ça dans la maison, ou bien vous êtes des jeunes hommes et tout, ça se fait pas. Donc, elle a dit, elle était tellement choquée que ça l'a tout de suite marqué. Elle a dit, c'est qu'une fois que je suis montée et que j'étais pas trop loin d'elle, que j'ai pris la conscience de, ah mais en fait, je suis toute seule avec cette personne, où elle a dit à cet instant-là, je savais pas si c'était une personne ou une chose, tellement qu'elle faisait peur à voir à ce moment-là. Jamais en fait, elle l'a vue comme ça. Donc elle a dit, j'ai commencé énormément à avoir peur. Je me suis dit, les filles, elles dorment, les garçons et le papa, il est à la mosquée. Elle dit, j'ai essayé de parler avec elle en lui disant, mais ça va pas la tête, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as jeté la radio? Pourquoi tu l'as cassée? Et là, la mère, elle dit qu'elle lui répondait pas, qu'elle la regardait, qu'elle faisait un bruit bizarre avec sa voix. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Pardon, en train de vous dire
que la mère, elle attendait une réponse d'Analine, mais elle lui répondait pas, elle l'a mal regardée, elle faisait un bruit bizarre, elle faisait peur à voir, et surtout la mère, elle dit qu'elle avait une de ses mains derrière son dos. Donc la mère, elle a dit encore plus à c'est-à-dire j'ai commencé plus encore à paniquer, et je lui disais, et je fais genre qu'est-ce que t'as, et j'ai commencé à faire des pas en arrière, et elle avait toujours son bras caché derrière son dos. Je voyais qu'elle avait envers moi un regard très noir. Et moi, je sais que derrière moi, j'avais laissé la porte du Majlis ouverte. Donc, j'essayais de faire des pas en arrière pour atteindre le Majlis au plus vite et m'enfermer à l'intérieur. Là, la mère a dit d'un seul coup, je vois Nadine qui sort comme ça, sa main de derrière son dos et qui avait dans sa main un gros couteau. Et j'ai reconnu que c'était le couteau que leur père, il utilisait quand c'était genre la fête du mouton avec quoi il a égorgé quoi. Le couteau du rite. Donc là, c'est un couteau conséquent, c'est un couteau qui est bien aiguisé. Donc la mère, quand elle a vu ça, plus Analine, plus ses agissements et qu'elle s'avance vers elle, elle a dit ça y est, je me suis dit, اليوم يومي اليوم راح تنامين في المقبرة يا عبد الرحيم. Elle s'est dit ça y est, aujourd'hui c'est mon jour et aujourd'hui je vais pas passer la nuit chez moi mais je vais passer la nuit dans ma tombe. La mère elle a dit, j'ai commencé à lui dire mais calme-toi, Ehdi ya bent, calme-toi s'il te plaît, calme-toi. Pourquoi tu fais ça? Alors, qui a fait marcher la radio? Qui a fait marcher la radio? Qui a mis ce Coran? Je dis, bah, c'est moi qui ai fait la radio et qui ai mis le Coran. Elle lui dit, pourquoi tu fais ça? Tu sais qu'à cause de toi, tu as fait énormément de mal à mon chef. La mère a dit, mais de quel patron elle parle? Parce qu'elle sait très bien qu'elle parle pas de son mari, que son mari, à cette heure-ci, il est à la mosquée. Donc, elle est en train de parler sûrement d'un homme qui est dans sa maison et qu'elle sait pas. Donc, elle est en panique. Mais surtout, la mère, elle a dit, je me suis dit, ça y est, elle a pété un câble. Elle s'invente des personnages. Ça se trouve, j'ai affaire à moi, en face de moi, une schizophrène. Si vous avez compris cette phrase qui n'est même pas grammaticalement française, je vous applaudis. Comme je voyais qu'elle rigolait pas, qu'elle souriait pas, qu'elle est restée très sérieuse, qu'elle me reposait cette même question, qu'elle me disait que j'ai fait du mal à cette personne, etc., je me suis dit, ah ouais, elle est vraiment pas toute seule, je crois. Mère, elle voyait vraiment qu'Analine a été vraiment énervée contre elle et elle avait vraiment une haine plus qu'une rage et qu'elle veut vraiment lui faire du mal. Parce qu'elle a mis le Coran et ça a dérangé son patron. Lazim Toumoutine, genre comme ça, elle était avec le couteau, genre, toi, aujourd'hui, c'est obligé que je te tue, c'est obligé que je vais te faire du mal, etc. Elle a dit, alhamdoulilah, j'ai senti que j'étais arrivée dans le Majlis et j'ai reculé vite et j'ai eu le temps de truc. Et elle s'était mise à courir, mais elle va fermer la porte au visage et elle a dit, j'ai fermé à clé, a crié Analine de rage et de haine, mais sauf que c'était plus sa voix. Donc là, ses enfants, ils l'ont regardé, ils m'ont dit, mais comment ça, c'était plus sa voix? Elle leur a dit, elle leur a juré que c'était devenu genre la voix d'un homme très grave, très apparente, qui va commencer à lui parler. La mère, elle a dit, moi, directement, je me suis dit, la pauvre, regardez la mère, tellement que elle est gentille, je me suis dit, la pauvre, c'est sûr, on lui a fait une sorcellerie à celle-là. C'est sûr, elle est meshoura. Il n'y a pas d'autre explication. Donc elle dit, même malgré derrière la porte, malgré que j'ai peur et que je suis pas bien et que je pense que mon cœur va s'arrêter à n'importe quel instant, j'essaye de la calmer, de reprendre un dialogue avec elle, même de réciter un peu le Coran pour, je me dis si elle est possédée pour que la chose elle la lâche, etc. Mais Analine, elle veut rien savoir, elle veut rien entendre. Elle lui dit, tu vas mourir, je vais te tuer. Tu as défoncé mon rite, tu as annulé mon rite. Donc la mère, elle savait pas de quel rite elle était en train de parler. Elle lui disait, à cause de toi, le grand patron, il est en colère contre moi, il est énervé contre moi, et ça, je vais pas laisser passer. Et elle dit, encore une fois, je sais pas c'est qui. Pour moi, celui qu'elle dit patron, la mère, elle dit, ça peut même pas être mon mari, parce que même le mari, Analine, elle l'appelle mon oncle. Elle a dit, alhamdoulilah, que entre moi et elle, il y avait cette porte, et que cette porte, elle était ma protection, après la protection, bien sûr, de Dieu, le fait qu'il m'a préservé d'elle. Mais elle dit, elle avait une force, elle avait l'impression plusieurs fois que la porte, elle allait tomber, mais elle dit, avec mes invocations, j'avais aussi une force, et je sentais comme s'il y avait des choses bien auprès de la mère à ce moment-là,
qui l'aidait à retenir cette porte. Dit là, j'ai décidé de plus parler avec elle, juste de vraiment développer mon oreille, de bien la coller pour entendre. En fait, elle va finir par s'éloigner, par descendre, par partir et tout. Et elle dit, j'entendais que sa respiration. Et à un moment donné, genre, je savais qu'elle était encore proche, mais je vais me mettre à entendre la voix de ma dernière fille. La petite, elle disait, ya maman, je fais genre maman, qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est quoi tous ces cris? J'avais trop mal au cœur, mon cœur il était en train de se fendre parce que je sentais dans la voix de ma dernière qu'elle était dans la peur et qu'elle ne comprenait pas tout ce qui était en train de se passer. Et c'est là, elle dit que j'ai eu le déclic que merde, mes filles en fait elles sont là-bas, sans protection, ni rien. Benati, et la lumière. Mes filles, genre en gros, je peux pas les laisser comme ça. Il va falloir que je fasse quelque chose. Et là, elle dit, mon power de maman, mon Wonder Woman mom s'est déclenché en moi et je me suis dit, il faut que je sorte coûte que coûte, même si je dois rentrer dans Analine. Donc elle dit, j'ai pris ma respiration et là, j'ouvre la porte d'un seul coup et elle dit, je suis plus moi-même, Ana Ferrero et je commence à courir tout en hurlant, Banat, restez bien dans vos chambres, ne sortez pas de vos chambres. Tellement je criais fort, je commençais même à sentir que mes cordes vocales, elles étaient en train de s'irriter, que je les avais sévèrement écorchées. Elle savait pas qu'en fait, la fille Rim, tellement qu'elle était choquée de la scène, en fait, la porte de la chambre, elle est ouverte derrière elle, mais elle est devant et elle voyait Analine s'avancer tout doucement vers elle. Donc là, la mère a dit, quand je vois ça, qu'elle s'avance vers ma fille avec ce grand couteau de boucher, là, pour moi, c'en est trop. Si là, je cours et paf, je la pousse contre le mur, mais elle va juste rebondir, on va dire, dessus, parce qu'elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus grande que moi. En plus de ça, malgré que je l'ai poussée de toutes mes forces pensant qu'elle allait tomber, elle s'est juste cognée contre le mur, mais elle est restée debout. Elle n'est pas tombée, ni glissée, ni rien. Donc là, j'ai poussé Rim vite dans le couloir pour qu'elle court à la chambre. Et je courais, mais Analine, elle l'a attrapée. Donc elle a dit, là, ils ont commencé, bam, à se battre. Et elle voulait lui mettre des coups. En fait, elle a dit, quand elle a fait comme ça, c'est là qu'elle lui a mis un coup avec le couteau. Et elle dit, la mère, j'ai même pas senti. Je l'ai poussée directement. Quand j'ai réussi à la pousser, elle était un peu désorientée. J'ai couru à la chambre des filles et quand elle venait, bam, je lui ai fermé de nouveau au visage et on a fermé à clé. J'ai bien pris le temps de voir s'il y avait Rim et Myriam et quand je les ai vus, j'étais rassurée. Donc elle dit, je vois Rim qui respire fort et qui pleure et je vois Myriam qui est assise sur le lit, ça se voit qu'elle vient de se lever et qui... Dans ses yeux, c'est qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ces cris, elle comprenait rien, elle était juste la bouche ouverte en attendant que sa mère elle lui raconte qu'est-ce qui se passe. Et ils vont commencer à entendre Anaï qui met des coups et qui crie et qui leur dit d'ouvrir, qu'elle devait toutes les trois cette fois-ci, même plus que la mère, genre mourir. Ali la reprend ses paroles, tu as énervé le patron. Et donc la mère a dit là je suis c'est-à-dire je suis sortie de mes gonds et je lui ai dit ya bent el kalb, je sais même pas de qui tu me parles, genre en gros. Espèce de sale chienne, la fille de chienne là, je sais pas de quoi tu me parles. Et elle lui dit, oh, je veux boire de ton sang et boire le sang de tes filles, vous devez mourir aujourd'hui, c'est ce qu'il exige et vous allez pas vous en sortir comme ça. Donc la mère, elle a dit, quand je voyais qu'elle disait toujours le patron, tu l'as énervé, j'ai commencé à me dire, j'espère qu'elle n'a pas entré un inconnu dans la maison. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'on est encore doublement plus en danger, peut-être qu'il se casse jusqu'alors, mais que c'est un piège. Donc elle a dit, je commençais à avoir des scénarios dans la tête et j'étais pas bien. Et peut-être tellement que j'étais sous le choc, quand je l'ai entendu parler avec la voix d'un homme, peut-être que c'était vraiment un homme qui était là et que c'était pas elle en gros qui était possédée. La mère a dit, Myriam elle avait toujours pas bougé, Rim elle s'était mis dans un coin par terre de la chambre en train de trembler et pleurer. Elle dit là je suis là, moi je tremble mais j'essaye de rester forte. Et elle dit je prends comme ça le portable de ma fille Myriam, je fais le code et je fais le numéro du père et elle dit j'arrive tellement pas à parler, je l'entends le papa genre qui dit allô, allô Myriam. Après elle a dit mon Myriam, Maak, on va dire, elle s'appelait Zahra. Je fais Zahra, genre, qu'est-ce qui t'arrive, Et elle dit, j'arrive pas à expliquer. Je lui ai juste dit, ce que je me rappelle qui est sorti de ma bouche, c'est Anali, Tetbahna, genre, en gros, elle veut nous tuer avec la main comme ça, qui tremble avec le téléphone. Mais elle dit, le pire, c'est pas ça, c'est que
le père, il comprenait rien en vérité. Parce que la mère a parlé tout doucement. Elle voulait pas qu'elle sache de parler avec le père. Pour pas qu'Anaïl, même si elle écoute par derrière la porte, elle va pas entendre qu'est-ce qui se passe. Donc, il faut savoir, même la mère, tellement elle est intelligente, elle a mis un truc sur la poignée, comme ça, elle peut pas les regarder dans le trou, et elle a mis un truc en bas de la porte. Donc là, elle entendait la mère, le père qui disait, mais qu'est-ce que tu dis? Parce qu'il parlait en plus tout doucement, puisqu'il était, vous vous rappelez, à la mosquée. Donc il dit, mais parle plus fort. Et elle dit, mais je peux pas. Elle lui répétait que Analine, voilà, veut nous tuer. Donc là, elle a juste dit au père, Analine, mais elle a dit au moment où je lui ai dit, elle a un couteau, elle a entendu le bip. Donc là, Miskina, dans sa tête, elle ne sait pas si son mari, elle a entendu parce qu'elle sait qu'il a entendu le début, elle en est sûre. Et donc, elle sait, donc, s'il a entendu, il va venir. Mais est-ce qu'il a entendu, est-ce qu'il avait un couteau? Le problème, c'est quand ils ont essayé de rappeler, le père ne répondait plus. Essayez de le rappeler pour lui dire, attention, quand tu rentres, elle peut être cachée, ou ils peuvent être même deux. En tout cas, elle a le couteau qui sert pour le mouton, etc. Donc, il est trop dangereux, ce couteau. D'ailleurs, le père, il a un emplacement spécial pour celui-ci, tellement qu'il rigole pas avec ça. Donc, la mère, elle va apprendre après que quand elle essayait d'appeler, il y avait des moments où oui, le père, il n'avait pas entendu, mais surtout à un moment donné, ça va sonner occupé. Et pourquoi ça sonnait occupé? C'est parce qu'à ce moment-là, en fait, le père, il avait appelé son frère, donc l'oncle en question, pour qu'il aille récupérer Abdelrahim et Abdelsalam à la mosquée. Donc c'est pour ça aussi qu'elle n'a pas réussi à l'avoir en ligne. Donc là, le père, il est arrivé à la maison et il va y rentrer de manière vraiment discrète. Il marche sur la pointe des pieds. Il fait vraiment attention à être le plus discret possible. Lui, il cherche absolument à atteindre son bureau. Dieu, il l'a aidé, il l'a préservé et il a pu atteindre son bureau sans jamais croiser une seule fois Analine. Et donc, quand il est dans son bureau, il ouvre un placard, il fait un code et il ouvre son coffre. Et dans ce coffre, il y a un pistolet. Et il sort de manière discrète aussi du bureau, mais en faisant attention, puisque dites-vous que le père avait très bien entendu sa femme quand elle lui avait dit qu'elle a un couteau. Et en plus, c'est pas n'importe quel couteau. Donc il marche et il regarde à gauche, à droite, parce qu'il sent qu'elle est cachée quelque part dans les coins, les recoins, le surveillant, et attendant le moment opportun pour lui asséner un coup fatal. Et là, d'un coup d'un seul, le père, il va entendre sa femme crier d'en haut, Yabou Abdelrahim, Jaitek. Elle arrive et elle a un couteau. Elle a un couteau, elle est en train de descendre les escaliers. Et à ce moment-là, Abdelrahim, il nous dit que son père, il était d'un calme olympien. Le père, il dit quand même qu'il a sursauté quand il a entendu sa femme crier d'un seul coup parce que la maison, elle était trop calme. Et donc, quand il a entendu toutes les informations que la mère, elle lui a données, il a couru pour aller là où il y a les escaliers et il arrive dans le fameux autre salon où il y a l'escalier et il va croiser Anali qui est en train de descendre de toutes ses forces avec le couteau levé comme ça pour le terminer. Et elle lui disait comme ça avec le couteau, Entum Elium, vous aujourd'hui, lazem tumut, genre obligé que vous allez mourir. Ce sera soit toi ou soit Mama, genre parce qu'elle disait à son patron Baba, ou des fois à Ammi, mon oncle, et à sa patronne que Mama. Ce sera toi ou bien Mama qui allait mourir. Elle n'avait pas fait attention que le père, il avait à ce moment-là un pistolet dans sa main. Et là, le père, il va prendre son pistolet et il va faire tchouk et il va lui le pointer vers elle et lui dire Nazli et sekin fil ard al-hin, genre descends le couteau au sol, pose le couteau au sol. Et elle n'était pas totalement, Analine, dites-vous, descendue des escaliers. Mais lui, il était tout en bas. Elle était, on va dire, au milieu. Et la mère, à ce moment-là, comme elle avait entendu son mari, elle était sur la rambarde. Parce qu'en fait, elle avait entendu Analine s'éloigner et elle savait que son mari, il était là. C'est pour ça qu'elle l'avait prévenu. Et il lui a dit, pose le couteau au sol et il lui a dit, tu mets un coup de pied. Donc, le couteau sur l'escalier, il a fait tac, 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 jusqu'à qu'il est descendu au pied du père. Le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas touché le couteau avec ses mains, il a mis son pied dessus et il lui a mis un shoot arrière comme ça, tu vois. Et comme ça, il sera loin d'elle et il a commencé à lui parler. Le père, il va se mettre à lui hurler dessus. Descends tout de suite, descends, je t'ai dit, viens là, viens là. Et en fait, le fait de parler comme ça, lui crier, c'était pour lui faire peur qu'elle tente rien, qu'elle soit en panique, tu vois, qu'il la déstabilise à mort. Le père,
il avait plus de 50 ans, il nous dit Abderrahim, jamais il avait autant élevé sa voix de toute sa vie que ce jour-là. Une fois qu'elle est descendue, il l'a mis devant lui et il lui a dit tac de marcher jusqu'à un fauteuil et il l'a assis. Et en fait, il a pris son téléphone, il continue à la braquer et il va composer le numéro de la police. Là, il explique la situation aux policiers au bout du fil et il leur dit venez vite avant que la situation elle dégénère, parce que ça risque encore de dégénérer. Si elle essaye de tenter quelque chose, de me porter atteinte ou de porter atteinte à ma famille en leur faisant du mal, je vais les défendre. Genre en gros, le coup il va partir tout seul. Le premier poste de police en question que le père il a appelé, il est à 20 minutes de là en voiture, donc quand même ça fait une trotte. Donc en attendant que la police elle arrive, la mère avec les Rim et Myriam, ils sont descendus auprès de leur père pour l'aider à surveiller Annalyn, malgré qu'ils étaient traumatisés, qu'ils avaient peur, qu'ils étaient en train de pleurer, que la mère elle était blessée. D'ailleurs le père quand il a vu la blessure, il était choqué parce que c'est qu'après coup qu'ils ont pris la mesure de l'entaille qu'elle avait et leur a montré le couteau dans le coin en leur disant le couteau là-bas, Annalyn l'avait dans ses mains, c'était le couteau avec lequel elle voulait nous tuer nous tous, mais je l'ai pas touché avec les mains, je l'ai poussé avec le pied, comme ça vous pouvez voir ses empreintes dessus. Donc quand il a posé le père son pistolet sur la table, le policier lui a juste dit en gros, est-ce qu'il avait les papiers de son arme, est-ce qu'elle était enregistrée, c'était une arme légale quoi. Il dit oui bien sûr, il est parti vite faire son bureau, il a ramené et tout était en ordre. Donc là les policiers ils ont demandé à ce que l'histoire leur soit racontée dans les détails, donc la mère elle a raconté, ensuite Rim, ensuite Myriam elle a dit moi j'ai rien compris et le père et puis voilà. Donc là ils ont demandé à aller fouiller la chambre de Annalyn qui se trouve au sous-sol. Donc le père, il va descendre avec les policiers en bas et leur montre. Il dit, le père, il jure sur Dieu que depuis qu'Annalyn elle était dans leur maison, c'était la première fois depuis sa venue qu'il re-rentrait dans cette chambre. Il n'y était jamais rentré quoi, depuis qu'elle y était installée. Ils ont été tous choqués de l'odeur putride qui va se dégager une fois que cette porte elle va s'ouvrir et qu'ils vont y être à l'intérieur. Il y en a, ils vont commencer à toucher, à vomir, à se boucher le nez, à vouloir s'enfuir absolument, avec des bougies sur le sol, des étoiles, des pintades, des trucs de sorcellerie, une petite valise comme ça ouverte avec des choses qui dépassent. Donc là le policier il va s'approcher malgré l'odeur, il va mettre des gants tac comme ça et commencer à regarder l'intérieur de cette valise. Là le policier va demander à tout le monde de sortir, lui il va regarder comme ça dans la valise et il va relâcher le couvercle et il va juste dire Bismillahirrahmanirrahim et il va sortir et fermer la porte parce que le policier a compris qu'il y avait de la sorcellerie, des histoires démoniaques, c'était plus que du satanisme et là pour lui ça le dépasse. Donc là il va leur expliquer, plus personne de nous ne rentre dans cette chambre, on va contacter, vous savez qu'en Arabie Saoudite et souvent dans les pays arabes il y a une brigade spéciale pour ça, pour la sorcellerie, mais surtout en Arabie Saoudite. La brigade, mais j'avais le nom en arabe, je sais plus. Et c'est que beaucoup des chiites, des grands imams, des grands laqis qui sont dans cette brigade-là, quoi. Il dit, on va les contacter parce qu'il n'y a que eux qui peuvent venir ouvrir toutes les choses bizarres qu'il y a à l'intérieur de cette chambre. Donc il perd pas de temps, le policier, il prend son téléphone, il appelle cette brigade, il raconte en grosso modo le problème. Et il leur dit, j'ai besoin au plus vite qu'une légion, ils appellent ça carrément légion, lejna, vienne directement, une équipe, genre en gros, voir à telle adresse et tout, la dinguerie qu'on a trouvée. La personne au bout du fil va répondre au policier et billah, que Dieu nous protège, vous inquiétez pas, on va vous envoyer une légion. Le seul truc, c'est que la plupart des chiites, ils sont encore comme c'est tous presque des grands imams de mosquée, chacun est dans sa mosquée et donc il faut attendre vraiment la fin de prière, etc. Et on va les envoyer chez vous, dans une petite demi-heure, quelque chose comme ça, vous aurez une équipe à la maison. Les policiers, ils l'assistent bien, ils vont ni à gauche ni à droite, la situation c'est super grave, il faut vraiment aider cette famille, même s'il y a une autre affaire avant. En priorité, c'est ici, il donne son matricule, il donne son nom, genre c'est pas un petit policier, ils lui ont dit t'inquiète même pas.
Directement, comme lui avait dit le mec au téléphone, la brigade, elle arrive, ils prennent le père et le policier de côté, ils racontent ce qui s'est passé, le policier dit ce qu'il a vu et tout. Là, il se prépare, il commence déjà de l'extérieur de la maison à réciter du Coran. On va les amener jusqu'à la chambre de Annaline. Entrée, ils ont vu déjà rien qu'à la disposition des bougies, c'est pas mis n'importe comment, c'est un truc pour faire venir des choses à elle. À côté, il y avait un papier très ancien mélangé avec des écritures occultes et c'était en latin, donc ils ont dit elle c'est une professionnelle. Ils ont commencé à lire qu'est-ce qu'elle essaye de faire et ensuite dites-vous qu'ils ont trouvé énormément de papiers avec de la sorcellerie et ainsi que du sang. Ils savent pas c'était du sang de quoi. Ils vont trouver comme ça une petite, vous savez, les crèmes de vaseline et à l'intérieur quand ils vont ouvrir, ils vont trouver des cheveux et ils vont comprendre que c'était les cheveux qui appartenaient à tous les membres de la famille de Abdelrahim. Dans la valise, ils ont trouvé des vêtements et des sous-vêtements de la mère, des filles, du père, du garçon, enfin, de toute la famille et des photos, des bijoux, de l'argent. Elle les volait alors qu'il lui donnait tout. En fait, la quantité qu'elle avait, ça se voyait comme l'eau de roche. En fait, c'était clair qu'elle était en train de préparer une évasion, qu'elle était en train de préparer sa fuite avec tout ce qu'elle leur avait subtilisé. Mais eux, ils avaient tellement confiance en elle et la considéraient tellement comme un membre de la famille qu'ils captaient même pas que énormément de bijoux à eux avaient disparu, de l'argent, etc., des vêtements à eux, des sous-vêtements, des vêtements intimes. Les cheikhs qui étaient là, ils étaient tellement choqués, impressionnés du level d'Annaline, de tout ce qu'elle sait faire et tout. Ils ont dit elle c'est une sorcière de ouf. Ils sont sortis vers le père, ils lui ont posé la question, est-ce que un de vous a senti des choses bizarres, a dit voir des choses, ressentir des choses, ne plus être eux-mêmes, avoir un comportement changeant? Très honnêtement et très clairement, alhamdoulilah, que non, rien du tout. On n'a rien ressenti, ni de mes enfants, ni ma femme s'est plaint de cauchemars ou d'entendre des choses, de voir des choses, rien du tout. Et là, les cheikhs, ils étaient tellement choqués et impressionnés qu'ils ont dit, vous êtes vraiment protégés et bénis par Dieu, parce que là, tout ce qu'on a retrouvé chez elle, surtout vos affaires intimes et les cheveux, elle voulait vraiment vous ensorceler de fou, mais ça n'a pas fonctionné, puisque alhamdoulilah, ils étaient protégés par Dieu, mais aussi, comme je vous ai dit, c'est une famille très pieuse. Donc le fait qu'ils prient H24, qu'ils récitent souvent le Coran, qu'ils sont toujours avec les protections, rien ne les a atteints. Mais le père, il était quand même très triste et surtout très en colère et s'est senti vraiment trahi qu'elle a cherché à leur faire ce mal-là, surtout aux enfants qui l'ont aimé et toujours considéré comme soit une grande sœur ou une tante. Et donc à partir de ce moment-là, les cheikhs, ils ont commencé à ouvrir toutes les sorcelleries qu'elle leur avait fait. Ils ont tout ouvert, tout brûlé et alhamdoulilah, là il n'y avait plus rien. Et ils sont partis commencer à lui poser des questions. Qu'est-ce que tu cherchais à leur faire avec la sorcellerie que tu pratiquais? Et directement, Annaline ne va pas chercher à c'est-à-dire à nier les faits, à se dédouaner. Elle a tout assumé, elle va tout balancer directement en leur disant: depuis que je suis arrivée dans cette maison, j'ai vu tous les biens qu'ils avaient, j'ai vu leur gentillesse envers moi. Je pensais que ça allait être comme d'habitude, j'allais réussir à les voler très vite et à prendre la fuite. Sauf que ce fut pas le cas. En plus de ça, il faut que vous sachiez, je suis pas de la même religion que vous. Genre, en gros, elle, quand elle est arrivée, elle leur a dit qu'elle était une confession musulmane, mais elle leur a dit qu'elle avait une autre confession, qu'elle utilisait juste ça en termes de passement de l'année. Il y a un moment où, comme elle doit renouveler comme ses vœux, on va dire. Là, elle leur reprêtait allégeance. Et elle a dit que ça faisait des jours et des jours qu'elle était en train d'essayer de les faire appeler à elle, mais qu'elle avait aucune réponse de leur part. Ce qui fait, c'est pour ça que, en fait, elle n'entendait pas le matin quand sa patronne elle appelait, vu que toute la nuit, elle essayait en fait de rentrer en contact avec eux. Dites-vous, eux, la famille, ils dorment, ils sont au courant de rien, et elle faisait des dingueries comme ça dans leur maison, sur leur propre toit. Mais elle a dit que ça marchait pas, alors que d'habitude, ça a toujours fonctionné. Elle dit ce matin de vendredi, elle n'avait pas lâché l'affaire. Elle essayait parce qu'elle a dit il y avait des petites manifestations, mais c'était très léger. Et elle a dit, quand j'ai réussi à ce que un apparaisse devant moi et que j'ai commencé à parler avec lui, donc une chose vous comprenez, ce qui s'est passé, elle a dit au moment où
je vais pour reprêter allégeance, pour genre garder mes pouvoirs. Elle dit à ce même moment, subhanallah, regardez la grandeur de Dieu. La maman, elle a allumé la radio à fond avec le Coran. La pauvre, sans savoir, innocemment, elle faisait juste son petit train-train quotidien du vendredi. Puis là, la chose, elle s'est énervée, ça lui a fait du mal et il lui a dit, si tu veux que je te pardonne cet acte, cet affront, le fait que ça m'a fait mal au corps et tout, le Coran, il va falloir que tu tues n'importe quel membre de cette famille et que tu m'offres son... C'est comme si tu vas m'offrir son sang et si tu fais cet acte d'adoration pour moi, je te donnerai tout ce que tu veux. Et là, elle finit en disant, c'est pour ça que je voulais tuer maman, parce que je sais qu'elle était toute seule à cette heure-ci à la maison, que les filles elles étaient encore endormies et que les garçons étaient à la mosquée et je sais très bien que c'est elle qui allume fort comme ça le Coran. Ah, l'imam, il était tellement dégoûté de ces paroles qu'il l'a fait taire parce qu'il voyait que ça touchait la famille et que ça traumatisait tout le monde. Et il a dit aux policiers de la mettre genre dans le camion, de la ramener d'abord à leur brigade à eux. Ils vont lui poser des questions, l'interroger sur toutes les sorcelleries, sur tout ce qu'elle fait. Ensuite, ils la renverront à eux pour qu'elle soit ensuite voilà, interrogée, jugée et qu'elle soit punie. Donc là, le cheikh aussi va se tourner vers le père en lui disant, il faut que vous veniez aussi avec nous à la brigade pour que vous donniez l'aqwal, c'est-à-dire que vous racontiez, donniez aussi votre version, genre pour faire le procès verbal. Et ensuite, après, vous devez encore aller au poste de police pour finir les démarches et tout. Il est parti à la brigade, ils l'ont interrogé, ils ont tout pris en photo les choses qu'elle a fait, ils l'ont filmé avec ses aveux. Ensuite, elle est partie à la police, c'était un peu le même procédé. Et de là, en fait, directement, le procureur, elle a décidé, on va pas plus mettre de temps dans cette affaire. C'est-à-dire directement expulsée et dans son dossier écrit à vie, en gros qu'elle pourra plus jamais de sa vie remettre un pied en Arabie Saoudite. Donc elle a vraiment échappé belle quand on sait que là-bas, pour ça tu peux avoir la peine de mort ou prison à vie. Genre en gros, je pense que par derrière, le père, il a eu pitié pour sa fille ainsi que la mère. Donc c'était la meilleure, on va dire, alternative qu'il y avait à faire. Donc vraiment, Abderrahim il tenait à partager cette histoire pour, en gros, chez vous, il faut toujours faire attention, chercher à bien connaître la personne, pas donner totalement sa confiance. C'est ça qui a failli les perdre, surtout aussi leur gentillesse. Mais leur gentillesse aussi d'un côté, ça les a sauvés parce que Dieu, il n'aime pas la ruse. Et la ruse qu'Analine a fait avec eux, à être gentil et de plus en plus en fait son masque est tombé, c'était Dieu en fait qui lui enlevait son masque. C'était pas du tout une histoire de parce qu'elle a fréquenté d'autres femmes de ménage et que sûrement ils lui ont monté la tête. C'est juste parce que sa vraie nature, elle pouvait pas plus rester longtemps cachée en elle et enfuie. Sauf que eux, alhamdoulilah, ils étaient déjà protégés par Dieu, protégés par leur protection, leur prière, leur bonté, leur gentillesse. C'est ça qui les a sauvés et qui les a fait tenir face à elle, quoi. Et donc, en fait, il n'y avait personne. Hein. Il n'y avait pas une deuxième personne. C'est elle juste qui est possédée. Donc, voilà, mes cappuccinos, cappuccinettes, c'était l'histoire de la famille d'Abderrahim. Dites-vous que quand je finis cette vidéo, regardez l'heure. Il est 2h. Attendez. Il est 2h40. Mettez-moi, s'il vous plaît, un like et partagez cette vidéo. Je suis éclatée. Je vous jure qu'il est 2h40. Je vais vous montrer sur mon autre petit téléphone. 2h40. Et sur mon téléphone principal, 2h40. Je suis épuisée. Mais ça me fait plaisir de vous faire plaisir. J'ai fini cette vidéo oh, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous avez apprécié, flippé, kiffé. C'était les montagnes russes que vous êtes dit non, j'espère qu'elle va pas réussir. J'en suis certain, pour la plupart, vous ne attendez pas à ce scénario, cette tragédie. Mais voilà, malheureusement, des fois, quand on fait trop confiance, c'est pas bon. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, écrivez juste en commentaire le mot Analine. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker. Puis voilà, on est combien là? Vendredi 7 mars. Vais-je réussir à vous la poster pour vendredi ou bien pour samedi? Je sais pas. Je vais essayer de faire de mon mieux. En tous les cas, j'espère que vous apprécierez cette histoire.
venez vous abonner. On est un peu plus de 400 000 maintenant aujourd'hui sur TikTok. Je suis trop contente. Un peu plus, on est combien sur Instagram? Un peu plus de 33 800, alhamdoulilah, aussi sur Instagram. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien. Si j'ai mis ces lunettes là, c'est des lunettes de lumière bleue parce que je commence à avoir des migraines de fou. Et on m'a conseillé de mettre ça pour voir si ça a amélioré. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite parce que là sinon je vais commencer à me raconter ma vie, à dire n'importe quoi et c'est pas bon. Allez, bonne nuit, ciao.